Il était une fois, à Lagos, une ville vibrante et pleine de vie, une femme mystérieuse nommée Mathilde. Elle était bien plus qu'une organisatrice de mariage. Elle était une véritable légende. Pourtant, personne ne savait à quoi elle ressemblait. Son entreprise, baptisée Prestige, était enveloppée d'un mystère qui la rendait irrésistible. Ce mystère, c'était son arme secrète. Plus elle restait invisible, plus son nom résonnait fort. Tout le monde voulait un mariage signé Prestige, même sans jamais l'avoir rencontrée. Elle était la reine incontestée des mariages parfaits. Ses clients la réservaient des mois, parfois des années à l'avance. D'autres n'hésitaient pas à dépenser des fortunes, convaincus qu'avec Mathilde, leur mariage serait un conte de fées. Mathilde avait une créativité hors norme et un œil aiguisé pour les moindres détails. Ses idées étaient uniques, ses décorations éblouissantes, et ses collaborateurs, les meilleurs du métier. Elle transformait chaque cérémonie en une expérience magique. Pour les futurs mariés, surtout les célébrités, Mathilde était le choix rêvé. Mais derrière son succès phénoménal se cachait une facette bien plus obscure. Mathilde était perfectionniste à l'extrême. Elle avait une règle d'or, ses clients devaient se plier à ses conditions, sans compromis. Aucun tête-à-tête, aucun appel téléphonique, aucune interaction directe. Tout passait par son énigmatique assistant, Monsieur K. Ce dernier était l'unique intermédiaire, connu pour son ton ferme et ses directives strictes. Ce mystère fascinait autant qu'il intriguait. Personne ne connaissait le visage de Mathilde, mais tout le monde rêvait d'un mariage signé de sa main. À chaque mariage qu'elle organisait, c'était la même chose. Les réseaux sociaux s'enflammaient, et la réputation de Prestige ne faisait que grandir. Puis un jour, une jeune femme nommée Julie entra en scène. Julie, une étoile montante du monde médiatique, charismatique, élégante et adulée du public. Récemment fiancée, son mariage était déjà sur toutes les lèvres. Elle voulait ce qu'il y avait de mieux, et pour elle, cela signifiait un mariage orchestré par Prestige. Comme tout le monde, Julie n'eut aucun contact direct avec Mathilde. C'est Monsieur K qui gérait tout. Il lui fit parvenir un contrat clair et sans ambiguïté. Elle n'aurait jamais le droit de parler ni de rencontrer Mathilde. Chaque décision prise serait définitive, sans place pour la discussion. Julie hésita d'abord, troublée par ces règles strictes. Mais ses amis la rassurèrent. Si tu veux un mariage parfait, Prestige est la seule qui peut t'offrir ça. Finalement, à contre-cœur, elle signa le contrat. Les préparatifs commencèrent, et très vite, Julie fut émerveillée. Tout était impeccable. Les plans de décoration étaient sublimes, les photos d'inspiration qu'elle recevait étaient époustouflantes, et les prestataires sélectionnés représentaient le summum du luxe. Chaque détail témoignait d'un talent hors du commun. Le magazine, Julie et son futur mari étaient complètement bluffés par tout ce qu'ils voyaient. Mais la maman de Julie, elle, n'était pas super à l'aise avec l'idée de ne jamais connaître l'organisatrice. Elle lui avait dit direct, « Ma fille, confier ton mariage à une femme qu'on ne voit jamais, ça, ce n'est pas normal. » Pour elle, un mariage, c'est un truc trop spécial et fragile pour le laisser entre les mains d'une inconnue, un vrai fantôme. Elle n'arrivait pas à piger pourquoi Mathilde, une femme aussi puissante, refusait de se montrer en public. « Ma fille, quand quelqu'un a peur de montrer son visage, c'est soit qu'il cache quelque chose de honteux, soit que ce n'est pas net. » Mais Julie, elle rigolait un peu. Elle savait que sa mère croyait beaucoup au spirituel, alors elle a essayé de la rassurer en lui disant que c'était juste la nouvelle manière de faire, que tout était digital maintenant. Que peu importe si on ne voyait pas le visage, cette femme savait ce qu'elle faisait et avait prouvé qu'elle gérait le mariage comme une pro. Malgré tout, la mère de Julie n'arrivait pas à lâcher prise. Son instinct lui criait que quelque chose clochait, et elle n'avait jamais ignoré ses petites voix. Sans en parler à Julie, elle décida d'aller voir Mathilde en personne. Quand elle arriva au bureau, elle tomba sur Monsieur K qui lui expliqua direct que Mathilde ne recevait pas le public. La mère insista, mais Monsieur K appela la sécurité, et elle s'est fait virer comme une malpropre. Elle est rentrée chez elle, complètement troublée par ce qui venait de se passer. Son instinct lui soufflait que peut-être elle avait raison. Un frisson lui parcourait le dos. Assise là, encore perdue dans ses pensées, Julie entra toute joyeuse, racontant que son fiancé, Lucas, venait de lui offrir une voiture. Elle débordait de bonheur, mais sa mère, elle, restait froide. « Dis à cette organisatrice d'arrêter tout ça », lança la mère à Julie. Julie fronça les sourcils, un peu agacée, et répondit « Maman, ne t'inquiète pas pour rien. » Mais sa mère la supplia de l'écouter.
Je suis ta mère, et crois-moi, cette prestige, je ne lui fais pas confiance. Personne ne l'a jamais vue, ça ne te met pas la puce à l'oreille ? Julie lui sourit doucement pour la calmer. Maman, c'est dans ta tête. Tous les couples qu'elle a mariés sont heureux, aucun divorce, rien. Alors relaxe et profite du moment avec moi. C'est tout ce que je te demande. Sa mère s'assit, toujours inquiète, mais un peu apaisée par les mots de sa fille. Ses doigts serraient toujours ce papier d'emballage tandis que ses yeux restaient fixés sur la fenêtre. Ma fille, t'es sûre que tu as vérifié si tout le monde allait bien dernièrement ? Demanda sa mère à Julie. Celle-ci lui répondit que Mathilde avait organisé le mariage d'une de ses collègues, Tina, il y a 9 ans. En fait, c'est Tina elle-même qui lui avait chaudement recommandé Mathilde, affirmant que c'était la meilleure planificatrice qu'on puisse avoir. Tina, elle est toujours heureuse avec son mari et ils ont 2 beaux enfants. Mais malgré ça, sa mère ne comprenait pas pourquoi elle se sentait encore aussi mal à l'aise. Julie tenta de la rassurer une fois de plus, tout allait bien se passer. Sa mère soupira profondément et ne dit rien. Peut-être que ses peurs n'étaient que des fausses alertes. Elle s'assit, regardant le jour du mariage se dérouler sans aucun accroc. Rien de bizarre ne s'était passé. Le grand jour arriva enfin. Le mariage était parfait, chaque détail était à sa place, la salle brillait comme dans un film. Des célébrités défilaient sur le tapis rouge, des influenceurs publiaient des photos en qualifiant le mariage de Julie de « mariage de la décennie ». Les plus grands blogueurs mariages du pays couvraient l'événement en première page, et les réseaux sociaux étaient submergés de photos du couple, resplendissant dans leur tenue de luxe. Julie rayonnait aux côtés de son mari, Lucas, sous les regards admiratifs du monde entier. Sa maman ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle se tenait là, silencieuse, les mains levées en prière, espérant que ses inquiétudes n'étaient que des illusions. Les mois passèrent, rien d'anormal. Julie vivait heureuse avec Lucas. Elle n'avait pas encore eu d'enfant, mais ce n'était pas un souci, c'était un choix délibéré. Après 1 an de mariage, elle voulait prendre le temps de créer un vrai lien avec son mari avant de penser à ça. Sa mère, en voyant combien sa fille était heureuse et proche de son mari, se sentit enfin apaisée. La joie, les rires, la sérénité qui entourait le couple la rassuraient. Elle ne comprenait plus pourquoi elle avait été aussi troublée au début. Elle chassa ses peurs, se disant que c'était juste le stress naturel d'une maman qui donne sa fille en mariage. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'un événement bizarre survienne. Tina, la collègue de Julie, fut retrouvée morte chez elle, avec son mari. Ils étaient partis paisiblement, dans leur sommeil, sans aucun signe de maladie, rien d'anormal. La nouvelle tomba un matin, Julie l'entendit à la radio en préparant son petit déjeuner. D'abord, elle pensa qu'elle avait mal compris, mais quand son téléphone se mit à vibrer sans arrêt, elle comprit que c'était vrai. Tina et son mari étaient morts. Elle laissa tomber sa tasse de café, qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol de la cuisine. Son cœur battait à tout rompre. Elle se rappela que Tina allait bientôt fêter ses 10 ans de mariage. Elles en avaient parlé plusieurs fois au boulot. Convaincue, elle courut vérifier le profil de Tina et réalisa que c'était justement le jour de son anniversaire de mariage. Tina s'était mariée 10 ans plus tôt, et maintenant, elle était morte avec son mari. Un frisson la parcourut. Elle prit son téléphone et appela sa mère, qui accourut pour la rejoindre. Ce ne pouvait pas être une simple coïncidence. Elle supplia sa mère de lui demander encore plus fermement d'annuler les services de Mathilde. « Si seulement tu m'avais écoutée, ma fille, » lui dit-elle, alors que Julie commençait à douter que Mathilde ne soit pas impliquée dans la mort de Tina. Elle montra à sa mère les mariages que Mathilde avait organisés dans le passé. Beaucoup des couples étaient encore ensemble et heureux. Mais Julie sentait que quelque chose clochait. Parmi les couples qu'elle avait étudiés, certains étaient morts de manière étrange. L'un s'était noyé lors de leurs vacances aux Maldives pour leur 20e anniversaire de mariage. Un autre avait péri dans un incendie mystérieux, le soir même de leur 10e anniversaire. Mari et femme étaient restés piégés dans les flammes, tandis que tout brûlait autour d'eux. Les mains de Julie tremblaient alors qu'elle parcourait les articles. Ses yeux se remplirent de larmes, et son esprit s'emballa, noyé dans une tourmente d'inquiétude. Tous ces couples avaient un point commun. Ils étaient décédés le jour précis de leur 10e anniversaire de mariage. Un frisson glacé remonta l'échine de Julie. Elle se tourna vers sa mère, qui était agenouillée, en pleine prière. D'une voix faible et tremblante, elle murmura « Psaume 91, maman. Et si c'était vrai ?»
Et si Mathilde n'était pas simplement une organisatrice de mariage? Sa mère ouvrit lentement les yeux et commença à parler d'une voix grave. Mathilde vous a fait quelque chose à tous. Ce n'est pas juste ton argent qu'elle a pris, Julie. Elle vous a pris, toi et tous les couples dont elle a organisé les noces. Si tu ne réagis pas vite, un malheur pourrait arriver. Julie ne put s'empêcher de trembler. Elle devint obsédée par la quête de la vérité. Son mari, Lucas, commença à penser qu'elle voyait des ombres partout. « Tu ne crois pas que ce soit juste une coïncidence ?» lui demanda-t-il un soir, en rentrant et la trouvant, absorbée, devant son ordinateur. Elle compulsait articles, blogs et forums en ligne, vérifiant les noms et les dates de tous les couples dont Mathilde avait planifié les mariages. Julie leva les yeux vers lui, les traits tirés par l'inquiétude. « Coïncidence ?» répéta-t-elle, la voix tendue par la frustration. 6 couples, tous morts à la même date exacte, leur 10e anniversaire de mariage. Pas de maladie, aucun avertissement. Ils sont juste morts, comme ça. Lucas soupira et s'approcha d'elle. « Chérie, je comprends ta peur. La mort de Tina a secoué tout le monde. Mais peut-être que tu exagères, que tu cherches des liens là où il n'y en a pas. Parce que tu as tellement peur que la même chose nous arrive, » dit Lucas, tandis que les yeux de Julie se remplissaient de larmes. Elle ferma son ordinateur portable, prit le contrat de mariage et le tendit à son mari. « Il faut que tu lises ça, » dit-elle. Lucas prit le document et le parcourut rapidement. « Je l'ai déjà lu, mon amour. J'étais là quand tu l'as signé. »« Non, » répondit Julie d'une voix tremblante. « Regarde la clause d'annulation. Regarde les petits caractères. C'est écrit en gris pâle, personne ne fait attention à ça. En signant ce contrat, toi et ton conjoint avez une garantie de 10 ans de bonheur conjugal. Au terme de ces 10 ans, le solde devra être intégralement réglé, sans possibilité d'appel. » Les mains de Lucas tombèrent sur ses genoux, ses yeux s'écarquillant, choqués. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. Julie resta silencieuse, confuse, tandis qu'ils s'échangeaient un regard incrédule. « Il faut qu'on dépose plainte, » déclara Lucas. Julie hocha la tête en accord. Au commissariat, ils rencontrèrent un officier qui leur expliqua qu'ils n'étaient pas les premiers à soupçonner Mathilde. Cependant, la police ne disposait d'aucune preuve tangible. Lors de leur dernière visite au bureau de Mathilde, rien de suspect n'avait été trouvé, si ce n'est M. Collat, son représentant, qui les avait autorisés à lui parler par téléphone. Julie et Lucas tentèrent de convaincre l'agent que leur vie était en danger, lui montrant le contrat stipulant la garantie de 10 ans de bonheur conjugal, avec le paiement du solde à la fin de cette période. Le policier examina le document, l'air perplexe, essayant d'en saisir la portée. Il expliqua qu'il s'agissait simplement d'un solde à régler, rien de plus. Pour lui, le contrat n'était qu'une formalité. « Ce n'est pas qu'une question d'argent », insista Julie. « Le solde, ce n'est pas de l'argent liquide, mais nos vies. Tous les couples dont Mathilde a organisé le mariage sont morts exactement 10 ans après. » Le policier éclata de rire. « Madame, que voulez-vous dire? Je sais combien de contrats bizarres les gens signent chaque jour. Tant que rien n'enfreint la loi clairement, je ne peux rien faire. » Frustré, Lucas serra le poing et lança avec colère. « Alors, on attend juste de mourir. » L'agent soupira et s'appuya contre sa chaise. « Honnêtement, allez à l'église. Ce dont vous parlez ressemble à du juju, et vous savez ce que ça veut dire. La police n'y croit pas. » Déçus, ils rentrèrent chez eux. Julie, profondément blessée par ce refus d'aide, se remit à fouiller son ordinateur à la recherche de tout indice pouvant révéler la véritable nature de Mathilde. Après des heures de recherche, elle dénicha un article enfoui sous des milliers de résultats. Une femme y mettait en garde contre Mathilde, qualifiant l'organisatrice de mariage de maléfique. Elle évoquait la « décennie de la mort » et expliquait que le fait que Mathilde reste cachée était délibéré, pour un but sinistre. La plupart des commentaires critiquaient l'auteur, la traitant de menteuse pour avoir terni l'image de leur organisatrice préférée. Mais un message anonyme attira l'attention. Publié 3 ans après la viralisation de l'article, il disait « Si Mathilde a organisé ton mariage, brûle tous les objets qu'elle t'a donnés. Mais ne te contente pas de brûler les objets, brûle aussi les souvenirs grâce auxquels elle marque les couples. En particulier, le voile de mariée et la cravate du marié. Si tu veux savoir qui est vraiment Mathilde, va à la vieille maison de Baker Street, tu ne pourras pas la manquer. »
Julie se souvint alors de M. Collat insistant sur le fait que sa patronne avait offert au couple le voile de leurs rêves et une cravate en guise de remerciement pour avoir fait appel à ses services. Cela lui avait paru anodin à l'époque, et elle les avait acceptés sans hésiter. Son cœur se serra en réalisant que ces cadeaux étaient maléfiques. Sans perdre une seconde, elle courut dans la chambre, ouvrit brusquement la porte de l'armoire où ils étaient soigneusement conservés dans une boîte blanche. Le voile de mariée, doux et soyeux, dégageait encore un léger parfum de lavande. La cravate de son mari était suspendue à un crochet à côté. Paniquée, Julie s'empara des deux objets. Ils n'avaient plus jamais été utilisés depuis le mariage, mais aucun des deux n'avait eu le courage de les jeter. Elle se précipita dans le jardin, alluma un feu dans un tonneau en métal et jeta d'abord le voile, le regardant se consumer sous ses yeux. Puis elle jeta la cravate, observant. Alors que les flammes dévoraient le voile et la cravate, une sensation étrange de calme envahit Julie. Elle n'était pas sûre que cela suffirait, mais elle savait au moins que ces objets maléfiques ne pouvaient plus la hanter. De retour dans la maison, son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. Julie hésita un instant, son cœur battant à tout rompre, avant de décrocher. « Bonjour », dit-elle, sa voix tremblante. Un silence glaçant lui répondit. Puis, un murmure glacial traversa la ligne, comme une caresse sinistre sur sa colonne vertébrale. 10 ans. C'est le prix à payer. Le contrat est irrévocable. Le feu ne peut pas vous sauver. Le moment où vous avez porté ces objets, le compte à rebours a commencé. La voix éclata d'un rire cruel avant que l'appel ne se termine brusquement, laissant Julie paralysée, son téléphone toujours serré dans sa main. Elle s'effondra au sol, la poitrine serrée, cherchant désespérément à joindre son mari, Lucas. Mais son appel sonnait dans le vide. Lucas ne répondait pas. Julie, déterminée à trouver des réponses, attrapa ses clés et sortit précipitamment de la maison. Son esprit ne cessait de tourner, une seule adresse en tête, Baker Street. Elle arriva devant la vieille maison décrite dans le commentaire. Une bâtisse sombre, délabrée, qui semblait renfermer bien des secrets. Assise dans sa voiture, elle hésita, observant l'endroit, incapable de décider si elle devait frapper ou repartir. C'est alors qu'elle vit quelque chose qui fit monter un frisson glacial dans tout son corps. Lucas. Son mari sortit de la maison. Julie n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Ses mains agrippèrent le volant, son cœur battant la chamade. Pourquoi Lucas était-il là? Était-ce une coïncidence? Non, cela ne pouvait pas l'être. Elle prit une grande inspiration, son courage gonflé par l'adrénaline, et sortit de la voiture. Elle s'avança vers la porte et frappa. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, une femme étrange se tenait derrière la porte, un sourire énigmatique sur le visage. « Vous êtes là », dit-elle d'une voix douce mais étrangement troublante. Elle fit un geste à Julie pour qu'elle entre. Julie hésita, son téléphone vibrant dans sa main. C'était Lucas qui appelait. Mais elle ne décrocha pas. Pas maintenant. Pas avant de comprendre ce qu'il se passait. Elle comprit enfin ce qui se tramait. « Êtes-vous Mathilde ?» demanda-t-elle à la femme, qui lui fit signe de la suivre, affirmant avoir beaucoup à raconter. Une fois dans une pièce isolée, la femme invita Julie à s'asseoir en face d'elle. Calmement, elle commença son récit. « Mathilde n'est pas celle que vous imaginez. » Avec une voix posée, elle poursuivit. « C'est ma sœur jumelle. Si vous m'avez vue, alors vous l'avez vue. Nous sommes identiques, mais elle ne s'appelle pas Mathilde. Son vrai nom est Déborah, et autrefois, elle était douce et pleine d'espoir. Cependant, la vie lui a infligé une terrible blessure. Tout cela remonte à 15 ans. À 20 ans, Déborah rêvait de devenir une organisatrice de mariages célèbres. Elle travaillait d'arrache-pied pour se bâtir une réputation, mais son destin bascula brusquement. Un jour, elle obtint un contrat ambitieux. Organiser les mariages de plusieurs amis qui se mariaient le même jour. Enchantée par cette opportunité, elle se rendit immédiatement à une réunion de dernière minute à leur demande. Une fois sur place, les femmes lui offrirent un verre. Déborah accepta, mais s'effondra rapidement, inconsciente. À son réveil, des machines bipaient autour d'elle, elle avait perdu ses yeux, et son visage était méconnaissable. Les médecins dirent qu'elle avait survécu par miracle. Pourtant, Déborah se sentait maudite, trahie. Elle découvrit plus tard que ses clientes étaient en réalité des ritualistes qui l'avaient sacrifiée pour leur richesse. Dévastée, elle tenta de retrouver ses femmes,
mais leurs identités étaient fictives. Déterminée à se venger, elle disparut pendant 2 ans, vivant en ermite dans une maison abandonnée à la périphérie d'Ibadan. Là, dans sa douleur et sa colère, elle fit un pacte avec des forces obscures. Le marché était simple, devenir la meilleure organisatrice de mariage, mais chaque couple qu'elle marierait serait frappé par la mort à leur 10e anniversaire. Ainsi, Déborah cessa d'exister, et Mathilde naquit. Mathilde savait que des vies innocentes seraient perdues dans sa quête de vengeance, mais elle ne se souciait que d'attirer les coupables. À travers son contrat, elle leur garantissait 10 années de bonheur avant que la sentence ne s'abatte. Pourtant, rares étaient ceux qui prenaient le temps de lire les petites lignes. Julie, pétrifiée, agrippa les accoudoirs de sa chaise. La femme poursuivit doucement. Je l'ai suppliée de renoncer et de pardonner, mais Déborah avait déjà tout abandonné, y compris son âme. Ce qu'elle a perdu ce jour-là, ce n'était pas seulement son visage, c'était son humanité. Julie, la gorge nouée, parvint à articuler. Et le voile, la cravate, pourquoi? Incrédule, la femme esquissa un sourire amer. C'est ainsi qu'elle les marque. Chaque marié et chaque mariée porte sa signature de mort. Le voile et la cravate ne sont pas de simples accessoires, ce sont les sceaux du pacte. Une fois portés, le compte à rebours est lancé, inexorable. Julie, abasourdie, demanda ce qui pourrait l'interrompre. La femme lui répondit qu'il n'y avait qu'une solution. Retrouver les coupables qui ont détruit la vie de sa sœur. Ils doivent venir demander pardon. Sinon, la malédiction continuera. Julie demeura figée, confuse. Elle ne savait pas qui étaient ces personnes, ni où les trouver. La femme ajouta une seule piste. L'un des responsables porte un tatouage distinctif, marqué du numéro 1159. Julie écarquilla les yeux, choquée. « Vous avez dit 11h59, murmura-t-elle, le cœur battant. Sur le chemin du retour, Julie était secouée. Elle rentra chez elle tremblante, le souffle court. En entrant, ses jambes flageolantes la portèrent jusqu'à la cuisine. Ce chiffre, il n'était pas seulement familier, il était tatoué sur le bras de son mari. Assise, désemparée, elle tenta de rejeter l'idée que son mari puisse être impliqué dans la tragédie de Mathilde. Alors qu'elle pleurait, Lucas entra, inquiet. « Où étais-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois. » Il s'approcha d'elle, mais Julie, les yeux rouges de larmes, l'accusa. « Comment as-tu pu ?» Déconcerté, Lucas demanda ce qu'elle voulait dire. « Tu as ruiné sa vie. À cause de toi, tant de gens sont morts. » Lui lança-t-elle. Julie expliqua ce que la sœur de Mathilde lui avait révélé. Lucas, en silence, fixa le tatouage sur son poignet, tremblant. Après un long moment, il murmura. « Julie, je n'ai rien fait. Je te le jure. » Elle, confuse, insista. « Alors explique-moi ce tatouage. Explique-moi tout. » Lucas prit une grande inspiration. D'une voix tendue, il commença. « Quand j'étais à l'université, j'avais un ami nommé Roland. Il était aventureux, toujours en quête de sensations fortes. Un jour, il m'a défié de me faire tatouer. Il disait que 1159 symbolisait vivre comme s'il ne restait qu'une minute à vivre. Jeune et insouciant, j'ai accepté. Nous nous sommes fait tatouer ensemble. Mais tout a basculé quelques années plus tard. Roland est revenu avec une proposition, devenir riche grâce à des rituels occultes. » Lucas grimaça, esséhuré. Il parlait d'argent gagné par le sang. Il connaissait déjà des gens pour l'aider et préparait un grand sacrifice. Julie, horrifiée, le regarda avec insistance. Lucas poursuivit. « J'ai refusé et je suis parti. Je n'ai jamais participé à ces plans, et cela a mis fin à notre amitié. Depuis, j'ai tiré un trait sur cette période, mais je n'ai jamais fait enlever le tatouage. Je ne pensais pas qu'il avait un quelconque sens. » Julie, choquée, sentit son souffle se couper. Elle avait la gorge nouée, les mains tremblantes, tandis qu'elle questionnait Lucas sur ses actions. Celui-ci expliqua. « Je suis allée à la maison abandonnée de Baker Street pour restituer un sac à main trouvé au bord de la route. Il contenait une carte d'identité. Alors j'ai contacté le propriétaire et me suis empressée de le lui rendre. » Les mots de Lucas dissipèrent les soupçons de Julie. Un mélange de soulagement et de larmes la submergea, la forçant à s'effondrer sur une chaise. Rassurée quant à l'innocence de son mari, elle comprit qu'il fallait retrouver Roland. Avec Lucas, ils localisèrent l'ami. Roland les accueillit chaleureusement, ignorant ce qui l'attendait. Julie le confronta immédiatement.
dévoilant ce qu'il avait fait à Déborah. Roland, marié depuis presque 7 ans, réalisa qu'il ne lui restait que quelques années avant l'échéance fatidique. Mathilde avait organisé son mariage ainsi que ceux de ses amis, tous morts mystérieusement le jour de leur 10e anniversaire. Roland, terrifié, avoua n'avoir jamais compris que Mathilde était derrière ces événements, encore moins qu'elle était en vie. Julie l'avertit. Il te reste peu de temps pour arranger les choses avec elle. Si tu échoues, d'autres mourront. Mon mari et moi compris. Accablé par la culpabilité, Roland accepta de rencontrer Mathilde. Julie le conduisit à la maison abandonnée de Baker Street. Tremblant, Roland entra dans la pièce où se trouvait Mathilde, guidé par la sœur de celle-ci. Mathilde, cachée sous des voiles, sentit sa présence malgré sa cécité. La trahison pesait dans l'air, lourde et oppressante. Roland murmura : « Je ne savais pas que tu étais encore en vie, Déborah. On t'a utilisé, on t'a menti, et je t'ai trahi pour une richesse éphémère. Cela m'a coûté mes amis et mon sommeil. Je n'ai jamais pensé que tu chercherais à te venger ainsi. » Mathilde, la voix brisée, répondit : « Vous m'avez détruite, toi et les tiens. Vous avez mis fin à ma vie avant même qu'elle ne commence. Ce jour-là, je suis morte, et ce qui m'a remplacée n'est plus humain. » Roland, accablé, s'agenouilla, posant sa tête à ses pieds. « Pardonne-moi. Prends ma vie si tu veux, mais épargne les innocents. Ils ne méritent pas de souffrir pour mes actes. » Un silence pesant s'installa. Mathilde finit par tendre la main et leva la malédiction. Chacun dans la pièce resta stupéfait. Après tant d'années de vengeance aveugle, elle avait libéré toutes les victimes marquées. Roland, incrédule, la remercia avec ferveur, promettant de réparer ses torts. Julie et Lucas, soulagés, observaient la scène, émus. La sœur de Mathilde la serra dans ses bras, pleurant de gratitude. Pour la première fois depuis des années, Mathilde parla à sa sœur avec douceur. « Merci de ne m'avoir jamais abandonnée. » Des larmes coulèrent sur leurs joues alors qu'elles se serraient l'une contre l'autre. Julie comprit la leçon. Ignorer les avertissements de ceux qui nous aiment peut être désastreux. Elle réalisa aussi que la vengeance, bien qu'attirante, ne fait qu'envenimer les blessures. Cette histoire nous enseigne de prêter attention à notre instinct et à lire attentivement les détails avant de prendre des décisions cruciales. La véritable guérison naît du courage de confronter la vérité et d'affronter le mal, peu importe à quel point il est enfoui. Merci d'avoir regardé. À bientôt.